Alors, notre orateur maintenant, ça va être Mourad Benchaleli, je pense bien. Benchaleli. Benchaleli. On a mis sur le programme ancien détenu de Guantanamo, qui est devenu formateur dans le programme de prévention de la radicalisation et de l'insertion professionnelle. Voilà, bonjour à tous. En effet, un témoignage très émouvant là, de Wari. Donc, j'ai la gorge un peu serrée encore un petit peu, mais avec des temps. Donc, je remercie les organisateurs. Je remercie Saïd aussi de m'avoir invité. Je remercie vous aussi d'écouter ce parcours. Alors, en effet, moi j'ai été détenu à Guantanamo. Mais la question que vous allez vous poser, évidemment, c'est comment j'en suis arrivé là. Et pour cela, il va falloir. Alors, je vais vous raconter le parcours, mais je vais pour cela devoir vous expliquer aussi le contexte dans lequel je suis parti. Vous parler de ma famille aussi, l'état d'esprit aussi dans lequel j'étais, parce que je pense que tous ces éléments sont très importants, tous ces détails sont importants pour que vous puissiez comprendre un peu mieux les choses. Alors, évidemment, mon histoire est atypique, particulière, elle s'inscrit aussi dans un contexte particulier. Et il ne faut pas aussi tenter d'y voir là une explication à tous les départs de jeunes vers le djihad. Je pense qu'il y a autant de motivation et d'histoire que d'individus. Enfin voilà. Donc moi j'ai grandi au quartier des Maguettes, c'est la première photo que vous voyez sur le diapo. Alors c'est très grand les Maguettes, c'est ce qu'on appelle les grands ensembles, alors on ne voit pas tout sur la photo, ça continue encore. Et alors voilà à quoi ça ressemble à les Maguettes. Alors c'est un quartier dans lequel je vis toujours. Donc c'est cette forêt de Tours. Donc voilà où j'ai grandi, mais pourquoi je vous parle des Maguettes? C'est aussi connu pour ça. Parce que dans les années 80, il y a une marche pour l'égalité contre le racisme qui est partie de ce quartier. Donc je m'en souviens. Bon, évidemment, j'étais très jeune moi à l'époque, mais c'est parti du quartier. C'était des jeunes du quartier qui avaient estimé, à cause de crimes racistes, de violences policières, etc., de manifester de manière pacifique en disant on va marcher pour dénoncer le contexte dans lequel on est. Et puis surtout, ils voulaient être considérés français comme les autres. C'était leur motivation principale. Et donc ils sont partis du quartier. Ils n'étaient pas plus d'une quarantaine au départ. Ils sont descendus à Marseille et puis ils ont dit on va marcher, on va expliquer notre démarche. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils étaient de plus en plus nombreux, puis les médias aussi sont intéressés à leur démarche. Alors ça avait plutôt bien marché parce que quand ils sont arrivés à Paris, ils étaient presque en ligne. Ça avait suscité évidemment beaucoup d'espoir de leur part en se disant ben voilà, on peut changer les choses sans s'énerver. Même si le problème a continué après. Alors, on a eu des émeutes dans les années 80 à Vénissieux. Enfin, les problèmes ont continué. Ils ont évolué dans d'autres formes, mais les problèmes ont continué. Enfin, voilà un peu le contexte dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi aussi dans une famille religieuse. Mon père était imam dans la mosquée du quartier. Et dans les années 90, alors en plus d'être imam, il était aussi engagé dans l'humanitaire. C'est-à-dire qu'il avait créé une association, il avait acheté un camion, il avait mis des vêtements et des médicaments, et il allait en Bosnie. Il y avait une guerre, évidemment, à ce moment-là, dans les années 90. Et mon père avait décidé d'aller aider les Bosniaques qui étaient à majorité musulmans, avec d'autres habitants du quartier. Donc il a été plusieurs fois. Et lors d'un troisième, je crois, ou un quatrième voyage, alors moi j'étais très jeune, il a été capturé par les Serbes sur le chemin du retour, qui avaient estimé qu'il était parti finalement aider le camp ennemi. Alors évidemment, on était très inquiets à la maison, on n'avait plus de nouvelles de mon père. Il y avait le maire de la ville qui s'était mobilisé, il y avait les jeunes du quartier qui avaient créé un comité de soutien. Ils estimaient que cette situation était injuste. Il y avait même le Quai d'Orsay aussi qui s'était mobilisé, qui nous donnait des nouvelles régulièrement et qu'au bout de 9 mois, il a été libéré. Alors moi j'avais 13 ans à l'époque, moi je voyais mon père comme un héros. C'était celui qui était parti aider les Bosniaques. Mais évidemment je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que papa il est parti en Bosnie? Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Et puis pourquoi la Bosnie? Puis un conflit après tout, qu'est-ce que c'est? Si on veut aider son prochain, on peut le faire à côté, on n'est pas obligé d'aller de l'autre côté, d'aller aussi loin. Ben, j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. J'ai grandi, alors j'ai deux grands frères, qui est beaucoup plus grand que moi, qui s'appelle Hakim. Hakim, lui, à partir de ce moment-là, alors il avait 10 ans de plus que moi à peu près, un peu plus de 10 ans de plus que moi. Et Hakim avait décidé de beaucoup voyager. Il voulait faire comme papa. Il a dit voilà, je vais voyager, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de voir les autres communautés, etc. Et il s'est mis à beaucoup voyager. D'ailleurs, il allait partout. Il était jusqu'en Russie, il était dans des pays arabes aussi.
Il a même été en Syrie, d'ailleurs. À l'époque, la Syrie, c'était bien. Il a été en Afrique, il voyageait beaucoup. Il partait des fois 6 mois, 1 an, il revenait, il ramenait des photos, il faisait des rencontres extraordinaires, c'était un aventurier. Et à chaque fois, il revenait, il m'en parlait. Et puis, malheureusement, il a aussi vécu à Londres. Et à Londres, il y a fait des rencontres toxiques qui lui ont parlé d'Afghanistan. On est fin des années 90, et mon frère décide d'y aller, et quand il revient, il m'en parle. Il me dit, voilà, Mourad, j'étais en Afghanistan, et pour moi, ça a été une révélation. J'ai vu comment fonctionne un État islamique, mais de mon point de vue, un vrai État islamique. Pour moi, c'est comme ça que l'islam devrait être appliqué. C'est les talibans, c'est le vrai islam, c'est pas comme en France. Et puis j'ai fait des rencontres, ça m'a changé, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris la religion, etc., etc. Et puis je constate que toi, Mourad, quand il m'en parle, j'ai 17 ans à l'époque, il me dit, Mourad, toi, tu n'es pas très pratiquant, tu ne pries pas, tu ne vas pas à la mosquée, tout ça, c'est pas sérieux. Tu devrais aller en Afghanistan, ça va te faire du bien, au moins pour ta foi. Alors évidemment, l'Afghanistan, déjà, en plus de ne pas être très pratiquant, l'Afghanistan, l'image que j'en avais, évidemment, c'était celle-là. C'était les talibans qu'on voyait à la télévision, c'est des images qui circulaient, on voyait tabasser des gens avec des bâtons, ceux qui n'allaient pas à la mosquée, et puis ces femmes entièrement voilées. Donc je lui dis à mon frère, les talibans, quand même, ça me fait peur, quoi. C'est des gens très durs. Et donc mon frère me rassure en me disant, mais non, les talibans, ils ne sont pas aussi méchants. C'est les médias qui diabolisent. Mais non, les talibans, ils ne sont pas comme ça, c'est pas vrai. Vraiment, tu n'as rien à craindre de ce côté-là. Puis regarde, moi je suis parti, je suis revenu, ils ne m'ont pas embêté. Ils ne parlent pas avec les étrangers d'ailleurs. Alors le problème, c'est que à cette époque-là, moi j'étais jamais sorti du quartier déjà, du quartier des Maguettes, j'avais jamais voyagé de ma vie. Puis depuis tout petit, je vois Hakim faire le tour du monde. Mais vraiment le tour du monde. Puis vous avez vu, les Maguettes, c'est une forêt de tour. Donc quand mon frère vient me parler de l'Afghanistan, en même temps, j'ai dit voilà l'occasion de voyager. Alors évidemment, je savais bien que c'était pas un pays comme un autre. Mais c'est ça qui rendait la chose aussi excitante. On était dans un contexte d'avant septembre, alors moi le Ben Laden, Al-Qaïda, tout ça, je ne connaissais pas, mais après tout l'Afghanistan, j'en avais une image, enfin pour moi c'était un pays fascinant, c'était des montagnes, c'était, enfin surtout lui quand il décrivait ce pays-là. Et donc à force de m'en parler, il m'en parle pendant des semaines, je commence à trouver ça attirant, en tout cas à y réfléchir sérieusement. Puis il me dit, j'ai réussi à convaincre un autre jeune du quartier qui s'appelle Nizar, et ça, je connais Nizar parce que c'est grand frère d'un ami d'enfance. Et puis il me dit, tu sais Mourad, pour aller en Afghanistan, il faut passer par Londres, le Pakistan et l'Afghanistan. Donc moi qui n'ai jamais voyagé, là, c'est plus un simple voyage, c'est la grande aventure. Et donc je dis, après tout, ça doit être un truc de dingue. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, il y en avait des gens qui allaient en Afghanistan et puis qui revenaient. D'ailleurs, ils n'étaient pas embêtés par les autorités. Mais quand on le savait dans le quartier, ça faisait quelque chose. Ah, un tel est revenu d'Afghanistan, il y avait une espèce de... on pouvait se la raconter, quoi. Enfin bref, pour toutes ces raisons, je commençais vraiment sérieusement à trouver ça excitant. Alors moi j'étais agent de médiation à l'époque. Je travaillais avec les jeunes, j'aimais ça. Donc je dis à mon frère, je veux bien, c'est vrai, t'as raison, ça doit être un truc de dingue. Et surtout quand mon frère me dit c'est maintenant ou jamais. Je sais pas, quand il a dit cette phrase-là, ça a accéléré le jeu. J'avais encore plus envie de partir. Et donc je dis à mon frère, je veux bien partir, mais je pars de moi, je reviens en septembre. Donc mon frère me dit, il n'y a pas de problème, je prends un billet ouvert. Je m'occupe des papiers d'ailleurs, vraiment, t'as rien à faire, je m'occupe de tout, t'occupes de rien. J'ai des amis là-bas, j'ai gardé des contacts là-bas, j'ai même des gens qui peuvent t'héberger. Donc vraiment, t'as rien à faire. Et donc je pars avec Nizar, on est en juin 2001. On passe par Londres, ça se passe bien, c'est bien à Londres d'ailleurs, on est hébergé, on se balade à Rawalpindi, pardon, ça s'appelle, à Finsbury Park à Londres, etc. Et puis on prend l'avion, et là on arrive au Pakistan. Et là le Pakistan c'est dépaysement total. Là, vraiment, c'est un autre monde pour nous. C'est un autre pays, on va à Islamabad, à Rawalpindi, à Peshawar. Et puis là, il y a un Pakistanais qui nous attend, qui s'appelle Mohamed, et qui est prévenu de notre arrivée. Donc Mohamed dit, ben, c'est moi qui vais vous emmener en Afghanistan. J'ai été prévenu de votre arrivée. Donc reposez-vous à l'hôtel, et puis demain, je viens vous chercher, et puis on va prendre un taxi. Donc le lendemain, on prend un taxi, puis au bout de quelques heures de route, il nous dit, voilà, on est arrivé dans la ville de Jalalabad. Alors moi je suis très étonné. Il me dit, ça y est, on est arrivé en Afghanistan. Donc je lui dis, mais comment ça? Enfin, en général, quand on va d'un pays à l'autre, il y a une barrière, il y a des frontières, il y a quelque chose. Et là, il me dit, non, on est arrivé. Enfin, j'étais étonné de la facilité avec laquelle on était rentré dans ce pays. Et donc, on arrive dans une maison. Alors j'ai découvert ça, c'est qu'en Afghanistan, il y avait ce qu'on appelait des modes d'affaires, des maisons d'accueil qui étaient classées par nationalité,
avait la maison des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Yéménites, des Saoudiens, etc. Ben, c'était très organisé. C'était des maisons dans lesquelles on était nourris et logés gratuitement. Et donc, nous, on arrive dans la maison des Algériens. Mohamed nous dit, vous allez dans la maison des Algériens. Alors, tout de suite, je lui dis, mais mon frère m'avait parlé d'un ami à lui qui s'appelle Abou Mordian, un Algérien. C'est chez lui qu'on devait aller. Et donc, il nous explique. Il nous dit, non, non, c'est pas comme ça. Vous allez dans la maison des Algériens, d'une part, parce que vous ne parlez pas l'arabe. Les Algériens sont généralement francophones. Donc, pour communiquer, c'est mieux. Et puis, il y a les talibans qui ont mis ça en place. Tous les jeunes qui viennent doivent forcément passer par ces maisons. C'est le système qui est comme ça. C'est les talibans qui ont imposé ça. Vous n'allez pas où vous voulez. En tout cas, dès notre arrivée, on est pris en charge. On n'a pas trop le choix. Mais après tout, c'est pas un problème, parce que ces Algériens sont plutôt gentils avec nous. Donc ils nous accueillent et puis ils nous expliquent, ils nous disent on est content de voir des jeunes comme vous. Des Européens qui sont partis, on est content de les voir. Vous avez bien fait de quitter la France. Vous allez faire des rencontres, vous allez voir, vous allez apprendre des choses, ça va être bien. Puis on se balade au souk avec Nizar. Donc ça c'est à quoi ça ressemble, le centre-ville, donc le souk, etc. Alors l'ambiance elle est particulière. Hein. On n'avait pas le droit de se balader, par exemple, la barbe, c'est interdit de ne pas avoir de barbe, par exemple en Afghanistan. Alors, il nous explique que pour aller au marché, il faut mettre un foulard pour cacher son menton. Parce que ça peut faire des problèmes. Évidemment, c'est particulier. Et puis moi, le pire, c'est pas ça, c'est que quand j'ai été dans ce souk, mon foulard a glissé. Il y a des villageois qui avaient vu que j'avais pas de barbe. Donc j'ai été pris à partie, puis on a dû expliquer que j'étais nouveau. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'atmosphère particulière. Et puis au bout de 2 jours, il y a Mohamed qui refait son apparition et qui nous dit voilà, je vais vous emmener dans la ville de Kandahar. J'ai pour mission de vous emmener dans la ville de Kandahar. Kandahar, c'est pas comme Jalalabad. C'est une ville qui est très désertique, c'est plus au sud de l'Afghanistan. Voilà, c'est pas la même ambiance, c'est pas pareil que Jalalabad. Vraiment, c'est pas pareil. Même le souk, etc. Enfin, c'est beaucoup plus dur pour les conditions de vie, le climat, etc. Enfin, tout est différent. Mais à Kandahar, il y a une autre mode d'affaires qui est beaucoup plus grande que celle de Jalalabad, mais vraiment beaucoup plus grande. Il y a au moins 300-400 jeunes, de toutes les nationalités. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Des jeunes de tous les âges d'ailleurs, il y avait même des gamins de 15 ans, 16 ans, enfin vraiment des gens du monde entier. Et dans cette mode d'affaires, alors on arrive avec Nizar et puis on essaye de trouver des gens qui parlent français, enfin pour s'orienter, faire des rencontres, etc. Puis on fait la rencontre d'un Algérien qui s'appelle Samir, donc il nous explique, il nous dit il faut que tu choisisses un groupe. Ça va être plus facile pour vous repérer, donc tu choisis un groupe et tu restes avec ce groupe-là. On passe une nuit dans cette maison, et puis le lendemain on voit ce groupe-là qui prend un bus. Je dis à Samir, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc Samir nous dit, tu restes avec ton groupe, tu lâches pas ton groupe, tu restes avec eux. Donc on est monté dans le bus avec eux, et puis au bout de quelques heures de route, donc au milieu du désert, déjà que c'était désertique, mais là vraiment on s'enfonce au milieu du désert et puis on arrive dans un endroit où là pour le coup il y a des militaires, il y a une barrière. Et donc il y a des militaires en ville qui nous disent bienvenue, vous êtes au camp Farouk. Ici c'est un camp d'entraînement militaire. On apprend à se battre. Alors les conditions étaient très difficiles. Il y a des maisons en terre, des tentes, une mosquée, puis des pierres, il n'y a rien d'autre. Et donc ces personnes nous expliquent qu'ici c'est un camp d'entraînement militaire, on apprend à se battre. Ils nous disent qu'en islam, tous les musulmans devraient savoir se battre. C'est une obligation religieuse, c'est le prophète qui l'a dit. Et puis, on ne sait pas si vous êtes au courant, mais il y a les talibans qui combattent au nord de Kaboul, ce serait bien d'aller les rejoindre, d'aller combattre à leur côté, de défendre cet État islamique. Alors évidemment, moi et Nizar, dès qu'on a appris cette chose, non seulement les conditions étaient très difficiles, mais a priori c'était dangereux. Et surtout, la crainte qu'on avait, c'était si on nous apprend à nous battre, qu'est-ce qu'on va nous demander derrière, certainement d'aller combattre. Alors non seulement elle n'était pas venue pour ça, mais on avait aussi peur pour on avait peur pour nous. Et donc on leur a expliqué qu'on ne voulait pas faire cet entraînement-là. Donc il nous a dit, vous n'êtes pas content, vous allez voir l'émir du camp, vous lui demandez, c'est à lui qu'il faut demander l'autorisation. Donc avec Nizar, on va voir cet émir et puis on lui explique qu'on ne veut pas faire cet entraînement-là. Il nous dit, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas le faire? Vous n'allez pas désobéir à Dieu, et puis vous êtes en bonne santé. Pour nous, il y a que ceux qui sont malades qui ne peuvent pas faire cet entraînement. Et puis il y a un entraînement de base qui s'appelle Taksisi en arabe, c'est un entraînement qui dure 60 jours. Donc il y a un entraînement de 60 jours. Quand vous l'aurez fait, après vous ferez ce que vous voulez. Mais pour l'instant, c'est comme ça. La règle, elle est comme ça. Puis on en a marre de voir des jeunes comme vous qui ne veulent pas faire l'entraînement. Surtout vous les Européens. C'est toujours vous qui se plaignez en premier. Et donc, avec Nizar, on n'a pas trop le choix. Et puis il y a une atmosphère qui est quand même... c'est presque la contrainte, parce que non seulement il y a des punitions si on ne veut pas faire les entraînements, mais aussi des rumeurs de personnes qui ont été exécutées parce qu'elles avaient été considérées comme étant des espions.